parcours que celui d'Anna Gnedina Moretti. Née dans une petite ville de l'Oural, elle est aujourd'hui résidente d'un petit village du centre de la Corse. C'est de là qu'elle poursuit la grande aventure de sa vie, raconter l'histoire des grands personnages insulaires et russes. Une aventure qu'elle nous raconte, avec ou sans film. Alors, c'est ici que ça se passe. C'est magnifique. Montez. Ouais. Et bienvenue dans votre vie, Anna. Mais, merci. Alors là, on n'est pas C'est- encore tout à fait dans votre vie, là. Hein. C'est encore les prémices. On va remonter le fil de votre existence tout au long de Donc- l'émission. Il va commencer avec ce portrait-là. C'est la plus vieille C'est photo de la famille, celle-là. Tout à fait, c'est la plus vieille photo de la famille. Et c'est la photo de ma famille côté ukrainien, en fait. Et sur cette photo, c'est mon arrière-grand-mère avec mon arrière-arrière-grand-père. Ma grand-mère, elle n'est pas encore, mon arrière-grand-mère n'est pas encore là parce qu'elle n'est pas née. Elle va naître en 1905 avec les deux frères de mon arrière-grand-mère, tous les deux perdront leur vie très tôt parce que un de ses enfants sera démobilisé par l'armée rouge, l'autre de ses enfants par l'armée blanche C'est lors de la incroyable, Révolution. ça. Pendant la guerre civile, hein, on résume, en 1917, il y a eu la guerre civile en Russie qui va durer des années. Et il y a les Russes, l'armée rouge contre les Blancs. Et là, les frères qui sont dans chacune des deux armées et qui vont mourir tous les Qui deux. vont d'ailleurs. mourir tous les deux. Et même le destin de la famille est un petit peu tragique parce que c'est des paysans qui sont un petit peu corrompus. On va les exiler en Sibérie aussi, Oui, tous, toute la oui, famille. oui, parce qu'ils sont assez aisés. Ouais. Donc, on va les considérer comme les ennemis du peuple. Et en 1929, c'est déjà l'époque stalinienne, on va les exiler en Sibérie. Et la dernière nouvelle, c'est quand ils sont passés par Moscou. Donc, la dernière nouvelle, c'était à Moscou. Et après, on n'a aucune trace de toute cette famille, sauf mon arrière-grand-mère qui a survécu grâce à un mariage à 16 ans avec un cordonnier pauvre du village, ce qui lui a sauvé la vie parce qu'elle n'était plus considérée comme une paysanne aisée. Et oui, il fallait mieux être pauvre. Et le cordonnier, on l'a à côté, justement. Et le voilà, tout à fait. Donc lui, il est sur tout à fait à droite, la première rangée. Avec la casquette. Avec la casquette. C'est une photo pendant la guerre. Donc évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose de très important pour chaque famille russe. Et mon arrière-grand-père, elle a fait toute la guerre. Du premier jour, de tout premier jour. Le premier jour, c'est le 20. C'est le 22 juin 1941. Bon, elle est partie au courant de juin et elle a fini même après la guerre, en août 1945, parce qu'il a été blessé à Königsberg. Kaliningrad aujourd'hui. C'est Kaliningrad aujourd'hui, en 1945. Il a fait est rentré. Stalingrad. Il a fait Stalingrad, il a fait la libération de la Crimée. Donc il a participé dans toutes ces batailles et il est rentré en Russie pour voir sa famille 4 ans après, mais vivant, Eh oui, il a eu de la chance, avec lui. un fusil allemand et un vélo allemand qu'il a Ah, c'était apporté son de trophée de l'Allemagne. guerre. C'était son trophée de guerre. Et ce vélo, je l'ai utilisé même moi parce que Ah bon? quand la qualité allemande, c'était quelque chose de génial. Donc vos arrière-grands-parents vont avoir une fille. On va avoir 3 filles. Donc les 2 filles sont là. C'est ma grand-mère en bas. Ma grand-mère a suivi sa sœur, qui elle est partie dans l'Oural, là où il y avait le boom de l'industrie, à Tcheliabinsk plus exactement. Elle a vécu déjà là-bas et ma grand-mère, elle est venue pour la rejoindre en fait. Et votre grand-mère, pauvre, très pauvre, et elle ne va avoir de cesse de s'élever socialement et de s'élever intellectuellement, votre grand-mère. Tant et si bien qu'elle va avoir un fils, votre père, on va revenir, mais elle va passer le bac en même temps que votre papa. Ouais. C'est ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un homme qui est sur cette photo. Approchez-vous, donc, vous pouvez vous approcher. Hein. Voilà, ouais. C'est mon grand-père. Il arrive à Tcheliabinsk parce qu'il était chimiste. Eh oui. Il arrive à Tcheliabinsk et il rencontre ma grand-mère qui n'était pas acceptée par sa famille parce qu'il n'avait pas il n'était pas assez intellectuellement, Oui, intellectuellement au niveau. Et c'est pour ça qu'il a poursuivi ses études, même dans son âge avancé. Je m'en souviens qu'il me racontait les poèmes en allemand parce qu'elle se disait, mais moi je dois être digne de mon mari. Donc elle lisait beaucoup, il s'est cultivé, il a eu son bac en même temps que mon père, vous avez raison. Et mon grand-père, il a toujours un livre, même là sur la photo, il a toujours un livre entre ses mains. Je pense que l'amour pour la lecture me vient surtout de lui. Et il m'a donné aussi l'amour pour les langues,
parce que j'ai commencé à apprendre l'anglais avec le manuel d'anglais que mon grand-père avait à la maison. Ça, c'est la famille du papa. Ça, c'est les familles, donc, ils vont avoir un fils, votre papa. voilà, Vladimir, ils vont avoir qu'on va retrouver. Vladimir. On va aller du côté de la famille de la mère, si vous le voulez maintenant. Et là, c'est une photo vraiment typique, j'ai envie de dire. Ouais. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de typique, cette photo? Mais regardez, vous avez ici, c'est une photo qui a été prise en 36, parce que ma grand-mère, qui est la petite fille à droite, voilà, celle-ci, elle était née en 33, donc là, elle doit avoir 3 ans. Donc, c'est la photo qui était prise en 36, avant la guerre. Et sur cette photo, on voit vraiment 2 générations. Donc, la première génération, vous avez la génération avec un bottes typique d'hiver en laine, qu'on appelle valen, qui est en Russie. Et vous avez les femmes très élégantes, citadines, etc., habillées en chaussures, avec leur coiffure, leurs belles robes, etc. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment typique. On voit déjà la nouvelle Russie arriver, la Russie archaïque paysanne part avec l'Union soviétique, il faut le dire aussi, parce que l'industrialisation, c'est l'Union soviétique. Donc là, c'est la famille. Là, Ils vont c'est la avoir famille. de votre maman. Voilà. Hein. Et donc, on les a là, on les a réunis. Voilà, on les a ici, mes maman. chers parents, c'est ma Et votre maman. papa, Vladimir. Vladimir et Irina. Et Irina, Donc, Vladimir c'est vraiment très Gnedina. Gnedine, parce Gnedin. qu'on ajoute le A pour les femmes. Bien sûr, oui. Et ma maman, elle était Starikava, donc avec le A à la fin, elle est devenue Gnedina après le mariage. Vous l'avez dit, ils se rencontrent à Tcheliabinsk. Oui, Et surtout pour faire le même métier, ils sont ingénieurs tous ils les sont deux. ingénieurs tous les deux. Et ils ne vont pas vous transmettre cette passion de l'ingénierie. On va voir justement dans une autre pièce Oui. que vous allez faire de toute cette éducation. Vous allez quand même aller dans une voie. Mais on va voir. Allez, venez avec moi, allez, venez. Allez Anna, prenez place. Installez-vous confortablement et on va parler de vous maintenant. Et vous, l'histoire, elle commence ici, Ouais, si vous avez fait une belle carte. Tcheliabinsk. Donc on en a parlé, hein, c'est où vos parents sont nés, c'est où vous naissez, vous, en 1977. Alors si j'ai bien compris, Tcheliabinsk, c'est 2 millions d'habitants. On voit que c'est déjà loin de Moscou, on est encore plus loin de la Corse, on va y arriver à la Corse. Et puis surtout, c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce qui a marqué là sur cette pancarte? Voilà, c'est écrit Paris. Paris, en russe, c'est Paris, évidemment. Et ce qui est incroyable est que nous avons une dizaine de petites villes autour de Tcheliabinsk, dans la région, dans l'Oural en fait, et qui portent les noms comme Paris, Fer-Champenoise, Vienne, etc., etc. Plusieurs, il y en a plein comme ça. Et cette présence, dans les souvenirs, est liée justement aux Cosaques qui ont poursuivi Napoléon après Bérésina, après donc, cette bataille en 1812. Effectivement, quand il y a la retraite de Russie, les Cosaques continuent, ils vont jusqu'à Paris. Et c'est pour ça, c'est une victoire russe, donc c'est pour ça qu'il y a le mot Paris. C'est pour cela, oui. Ils ont dit, mais pourquoi on ne va pas appeler, on ne peut pas donner les noms des capitales européennes, là où on a gagné des batailles. Donc nous avons ce souvenir napoléonien absolument incroyable. Et donc vous allez baigner là-dedans, vous, depuis toute petite finalement. Hein. Ça Oui. va en tout cas, ça a éveillé quelque chose, on va comprendre au fur et à mesure. Et puis, vous l'avez dit, vous grandissez là à Tcheliabinsk. Et c'est vrai donc ce qu'on dit, Anna, les enfants soviétiques étaient des enfants heureux. Quand vous voyez cette photo, vous pensez à une... Soviétique, oui. Soviétique, oui, franchement, soviétique, oui, parce qu'on était tous égaux. On portait tous le même uniforme. On ne savait pas si un enfant de voisin était le fils ou la fille d'apparatchik, où ils avaient plus d'argent. On portait tous les mêmes choses. Bon, c'est peut-être aujourd'hui, ça nous semble absolument incroyable, inadmissible peut-être et difficile à vivre, mais nous étions heureux parce qu'il y avait une égalité, il y avait une vraie égalité, même si, évidemment, il y avait des gens qui vivaient mieux que les autres, mais on ne voyait pas les différences dans le quotidien. Ben, j'ai mis cette photo parce que là, vous avez quoi, 18-20 ans, Anna, et en fait, vous êtes heureuse, des professeurs superbes, sauf que vous avez une envie, c'est de partir. Et il est là. Et on va vous retrouver ici.
Et oui, là, cette photo, vous êtes à la bibliothèque universitaire de Corté. Ah bon? Ah oui, c'est sûr, j'ai trouvé ça dans les archives. Oui? Ah, c'est incroyable. Alors expliquez-moi comment on passe de Tchelabinsk où on est heureux, ici, à l'université de Corté. Écoutez, je ne connaissais pas du tout cette photo. Vous êtes un magicien parce que je ne sais pas comment vous l'avez retrouvée. C'est pareil, je suis passionnée par Napoléon et par le 18e et le 19e siècle. Donc c'est vraiment mes deux siècles de préférence. J'adore cette ambiance, cette époque. Et il avait en fait deux programmes d'échange, une avec les États-Unis et l'autre avec la France, parce que j'ai étudié l'anglais, c'était ma première langue à l'université, et ma deuxième langue, c'était le français. J'ai commencé à étudier le français en troisième année de la fac, donc j'ai fait en fait 2 ans de français avant de venir en France. Et après, je me suis dit, mais la Corse, c'est l'île qui a donné le jour à un homme que j'admire qui me passionne. Son histoire, c'est vraiment une histoire passionnante. Et je me suis dit, bon, je vais venir ici, je vais essayer de m'inscrire à l'université de Corté. Et finalement, ça se fait assez facilement. Donc vous êtes venu pour Napoléon, pour voir le berceau du grand homme, ouais. en fait. Et vous vous retrouvez ici. Alors vous allez être à la caserne Grossetti. Par contre, il va y avoir un vrai choc culturel et même émotionnel. Vous allez même presque regretter d'être arrivé là au début, non? Quand vous arrivez à Corté. Au début, c'était... Je ne regrettais pas, mais au début, c'était très difficile parce que je parlais très mal français. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais en France? Je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à écrire comme ça se doit. Franchement, j'étais perdue. En plus, je pensais avoir la mer, parce que je viens de l'Oral, donc je voulais voir la mer. Et là, je me retrouve dans la montagne. Je n'avais pas l'habitude, c'était un peu oppressant pour quelqu'un qui vient des vallées. Moi, je ne voyais que des espaces à la perte de vue. Et vivre, c'est magnifique, les montagnes sont magnifiques, la vue elle est magnifique, mais c'était un peu, au départ, c'était un peu compliqué aussi par ce changement de paysage, mais j'ai adoré la Corse tout de suite. Et puis vous allez adorer surtout un Corse. Voilà, donc ça c'est ma photo, oui. Mais d'abord, je suis quand même tombée amoureuse de la Corse avant de rencontrer mon mari. Et ensuite, voilà, donc... Professeur de mathématiques à l'époque, toujours aujourd'hui encore, toujours aujourd'hui. Ça se passe très très vite, parce que vous arrivez quoi, en 2000 en Corse? En 2000 et en 2001, 2001, vous vous mariez? Ouais. Tombée amoureuse? Voilà, et mon mari qui disait toujours qu'il allait se marier seulement avec une femme du Nord, et donc finalement, il n'est même pas allé me chercher dans le Nord, c'est le Nord qui est venu à lui. C'est le Nord qui est venu à lui. Et vous continuez vos études, parce que vous l'avez dit, spécialiste des langues, et donc vous appelez Moretti, du coup, hein, Moretti. Anna Gnedina qui devient Anna Moretti. Alors on a mis ça. Ah, voilà, en plus vous avez trouvé, mais vous avez fait une recherche incroyable. Ouais. Ouais. Donc oui. On aurait dû rajouter d'ailleurs épouse Moretti là, puisque peu de temps après, donc vous avez votre diplôme d'interprète régional. Oui, et donc ça, c'est une photo justement mais je voulais d'abord me lancer tout de suite, il fallait que je travaille, donc il me fallait un métier, parce que j'avais déjà des projets de commencer une thèse, mais avant, il fallait que je rentre dans le métier. Et la tante de mon mari, qui travaillait à l'université à l'époque, elle m'a dit, mais... regarde, elle a une belle formation de guide-interprète, tu fais cette formation qui dure 1 an et tu rentres tout de suite dans le milieu de travail. Et étant passionnée par l'art, par l'histoire, et en plus en voulant connaître plus l'histoire de la Corse, parce que c'est beaucoup plus agréable quand on a des professeurs qui vous racontent l'histoire passionnée, qui racontent l'histoire de la Corse, que de lire les livres tout seul à la maison. Donc je me dis, ça me convient parfaitement bien, et je me suis inscrite justement l'année 2001-2002 à cette formation qui était absolument formidable. Mais ça ne vous suffit pas, ça? Parce que vraiment, le fil conducteur de votre vie, c'est que ça ne vous suffit jamais ce que vous avez, j'ai l'impression, Anna, parce que peu de temps après, et bien voilà. Voilà, donc, oui, vous en avez parlé, votre objectif c'était de faire une thèse, et vous la faites cette thèse. Évolution de la publicité, une destination voyage, la Corse. Cette thèse, vous la faites en français, alors que quelques années avant, vous ne parlez pas un mot de français, et vous avez les félicitations du jury. Et, mais je suis très reconnaissante à mes professeurs aussi.
qui m'ont guidée, Madame Dominique Soligne, Madame Françoise Albertine et l'Université de Corse qui m'a permis aussi de faire des études et d'aller jusqu'au bout de mes rêves parce que c'est pas non plus évident d'accueillir un étranger. Complètement, mais vous n'êtes pas au bout de vos rêves parce que là justement j'ai l'impression qu'on n'en est qu'au début des rêves. La poursuite des rêves c'est dans une autre pièce que ça se passe parce que la thèse c'est super, on va pas trop s'apesantir là-dessus, hein. Évolution de la publicité, une destination, voyage, la Corse, quoique ça va vous donner quelques idées justement et on va voir la suite de cette histoire parce que c'est le début de quelque chose en fait la thèse. Allez, on continue. Venez avec moi. Dernière pièce, donc Anna, de notre périple. Derrière chaque écran, il y a des surprises. Et vous allez les commenter, ces surprises. On va commencer avec cette photo-là. Alors, vous avez une thèse, et cette thèse, ça vous offre quelques privilèges, notamment d'être invité dans des colloques. Et ça, c'était un des colloques dans lesquels vous avez été invité pour parler justement de l'impact de Napoléon dans le tourisme en Corse. Je me trompe ou pas? Oui, j'ai voulu faire une conférence, une communication en fait lors de ce colloque sur l'impact de Napoléon sur le tourisme corse. Et j'ai proposé donc un circuit touristique en parlant de tous les lieux qui sont liés à Napoléon. Et qu'il serait bon de développer aussi. Oui, et là, oui. vous tapez dans l'œil de lui pendant ce colloque. Lui qu'on a déjà invité sur ce plateau, qui est Michel Vargé-Franceschi, qui est un historien. Et au sortir du colloque, il dit « Venez voir un petit peu, vous, ma petite, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble sur Pascal Paoli. » C'est ça? C'est ça. Et vous vous mettez à Exactement. travailler. Et peu de temps après, On sort, oui, le livre sur Pascal Paoli et les femmes. J'ai trouvé que l'idée Pascal Paoli et les femmes, c'était aussi original parce que personne n'ose parler du babo et de ses relations. Je ne parle pas des relations sexuelles ou de ses amours, oui, mais c'est quand même un tabou. Ça reste quand même tabou. on ne touche pas comme ça à Pascal Paoli. Et effectivement, avec ce livre que vous signez avec Michel Vargé-Franceschi, en fait, vous démystifiez cette personne qu'on mythifie complètement en Corse. Vous apercevez qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, quoi. Le droit de vote des femmes, Ce n'est c'est pas lui qui l'a donné, le droit de vote des femmes corses, Pascal Paoli. Donc, en fait, avec ce livre, eh bien, vous rendez un Pascal Paoli plus humain. Oui, je pense. Je pense ce qu'un Corse n'aurait pas osé faire. Parce qu'on ne touche pas aux figures, c'est comme on ne touche pas à Lénine, par exemple, c'est quand même très difficile de le démystifier, de parler de la vie sexuelle de Lénine, ou de dire, voilà, c'était un homme. Même aujourd'hui, c'est pareil pour Pascal Paoli, encore plus en Corse pour Pascal Paoli. Et je pense que ce regard croisé, en plus, entre un historien renommé qui a écrit un livre qui est classique sur Pascal Paoli et le regard féminin, parce que je pense que c'était intéressant de croiser justement ces regards, ce qui nous a permis d'avoir des avis différents d'ailleurs sur Pascal Paoli, sur sa vie amoureuse ou même sur sa vie sexuelle, parce qu'on ne sait pas trop s'il était ou hétéro ou homosexuel. Voilà, Il était peut-être les deux selon vous d'ailleurs. Hein. Peut-être les deux. Mais vachement bien. Mais c'est un personnage. Vachement bien, parce que même le chapitrage en fonction des femmes, des rencontres, c'est super, super ce livre. Mais la collaboration va être fructueuse parce que voilà, peu de temps après, avec Michel Vargé-Franceschi, on vous retrouve là une histoire érotique de Versailles. Le chapitre historique qui est sobre, voilà. Ça c'est Michel qui les écrit. Et de temps en temps, quand on va dans la chambre, c'est vous qui écrivez, voilà. C'est vous qui écrivez là. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez écrit en français là. Alors ce livre va avoir un succès phénoménal, hein, d'ailleurs, il va être publié en 5 langues, mais vous avez honte que vos parents le lisent, ce livre, parce que finalement, quand on écrit en français, on ne se rend pas compte de ce qu'on écrit. Si vous l'aviez écrit en russe, vous ne l'auriez pas écrit, ce livre. Il y a des mots qui ne sont pas pareils en russe et en français. En français, ça passe, et en russe, ça ne passe pas, et donc ça me gêne un peu parce que j'aime pas la vulgarité. Et si ça tourne un peu... La traduction elle est super en russe, elle est vraiment très très bien, dans un style absolument sublime. Mais il y a, parfois, je grince. Je rougis un peu. Je rougis aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, vrai succès. Encore un livre, j'imagine, avec Michel, prévu ou pas? Pour l'instant, j'ai des projets personnels. On va y arriver, en projet personnel. On va y arriver. Mais en attendant, justement, on va regarder ça. Celle-là.
russe d'origine, docteur en sciences de l'art, enseignante étant chargée de cours à la Sorbonne et à Sciences Po. Parce qu'on ne l'a pas dit, vous avez commencé à étudier l'anglais, mais aujourd'hui, Anna Moretti, vous êtes agrégée d'anglais. Agrégée d'anglais, et à ce titre, vous avez enseigné à Sciences Po Paris. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez envie un petit peu de prendre l'air? J'avais envie de... Oui, on m'a proposé à la Sorbonne et Sciences Po, et c'était la même année. Et je me suis dit, bon, je peux regrouper mes cours et je peux aller à Paris une fois par semaine, parce que les expériences comme ça, on les a une fois dans la vie. Bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué, j'aurais pu continuer, surtout Sciences Po, c'était une découverte incroyable parce qu'on ne connaît pas trop Sciences Po Sorbonne. La Sorbonne, c'est internationalement connu. Sciences Po, c'est connu en France, c'est un peu moins connu en Russie, par exemple. Donc, je ne connaissais pas le système, mais je trouvais que le système était absolument impressionnant et très, très... C'est un établissement magnifique. C'est incroyable, vous, la petite Russe qui ne parliez pas un mot de français quand vous êtes arrivé à Corté, vous enseignez à Sciences Po l'anglais. C'est quand même ahurissant. Mais c'est pour ça que je pense que mon exemple, c'est surtout l'exemple d'intégration, parce que je pense qu'on peut intégrer les immigrés, les étrangers. Il ne faut pas être xénophobe parce qu'on peut connaître l'histoire d'un pays aussi bien qu'un autre... Et c'est bien qu'un habitant, qu'un local, et même mieux parfois. Et puis aussi, quand on travaille, le travail paye. Donc il faut persévérer, c'est les messages pour les jeunes, je pense. Il y a cette photo, vous allez me la commenter parce que celle-là, Ah voilà, vous avez fait plein de surprises. Bon, ça c'est mon engagement social et politique, oui. Avec Jean-Martin Mondologne avec Jean-Martin Mondologne, oui, je suis sur sa liste. C'est lui qui vous a appelé? Comment ça s'est fait? Nous avons travaillé ensemble et j'étais aussi séduite par ses propositions politiques parce que je pense que c'est très intéressant d'être une droite régionale parce que c'est vrai que moi, j'ai vécu dans l'Union soviétique et je sais ce que c'est la gauche. Et je pense qu'il faut aller avec son temps. Donc, si j'étais née dans les années 36, je serais communiste, ça c'est clair. Si j'étais dans les années 68, je me battrais à fond pour les droits de femmes, ce que j'aurais fait aujourd'hui. Mais dans chaque pays, il y a des moments où il faut pas être rigide, il faut suivre vraiment les besoins économiques, politiques et sociaux du pays en ce moment-là. Donc moi, par exemple, je pense que ce qui peut apporter quelque chose aujourd'hui, c'est une approche régionaliste, mais pas vraiment à gauche, même si j'ai des sensibilités évidemment, mais c'est peut-être... Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était intéressant, ce qu'il proposait au niveau politique. Vous continuez? On continue, oui. On continue, c'est bien. Dernière photo. Dernier écran. J'ai mis ça. Voilà, donc ça c'est un village magnifique, c'est ma deuxième patrie. C'est très long parce que je suis arrivée de Tchelabinsk, d'une grande ville industrielle, dans un petit village rural. Et oui, parce que vous habitez là, Alors votre maison, elle est plutôt là derrière. Vous avez la vue là sur toute la vallée. Hein. Ouais. C'est là où vous habitez, c'est là où vous avez fondé votre famille avec 2 enfants aujourd'hui, Anastasia et Jean, c'est vos deux enfants. C'est là où vous habitez. Et c'est là où, pendant que vous êtes à Tralonca, vous travaillez toujours, le travail paye, et ça, c'est quand vous parliez de travail plus personnel. Catherine II, vous avez refait une biographie de Catherine II, vous la Russe, avec un nouveau regard. Pourquoi? Mais je voulais montrer un regard aussi, on peut apporter un regard russe, peut-être même un peu soviétique, parce qu'évidemment, sa politique à l'époque soviétique était vue sous l'angle de sa politique vers les paysans, qui était très très mauvaise, parce qu'elle a endurci le servage qui est devenu presque l'esclavage en Russie. Donc vous insistez là-dessus aussi. Je parle aussi de ce côté-là et je voulais rajouter aussi une partie sur Pascal Paoli, sur les relations. J'allais le dire, les relations avec Pascal Paoli, parce qu'elle a donné de l'argent à Pascal Paoli, Catherine II. Parce qu'à un moment, Pascal Paoli voulait se ranger sous la bannière de Catherine II. Elle a donné beaucoup d'argent et on ne sait pas ce qu'est devenu cet argent. Donc le Pascal Paoli, il a reçu de l'argent des Russes. Apparemment, oui.
Et on ne sait pas trop ce que c'est devenu. On ne sait pas, non. C'est dit dans ce livre, en tout cas. Et vous avez parlé, elle avait un amant, et votre prochain livre, justement, c'est encore sur une femme qui avait un amant. Oui. Quelques-uns, en tout cas, c'est elle. C'est Christine de Suède. On ne sait pas si elle avait des amants. On ne sait pas. On ne sait pas trop. On Quoi sait qu'il en pas soit, c'est trop. encore une femme de pouvoir. Donc Des il est prévu livres, pour quand celui-ci? Vous savez pas, vous n'avez pas de deadline. Peut-être l'année prochaine. Peut-être ou- l'année prochaine. Ouais. Vous avez le temps, en tout cas. On a le temps. Et la dernière image, On n'a si vous jamais le voulez le temps, bien. il faut travailler vite. Même dans cette émission, on n'a pas le temps, alors on va vite. Et on va finir avec ça. Dans le regard de Dieu. Mais où vous avez trouvé ça? Alors ça, on l'a fabriqué. Oui. Je vous en ai parlé, oui. Et oui, exactement. C'est le roman Ah. qui n'a jamais été publié, mais que vous avez écrit quand vous étiez jeune. Ouais. Ce qui est intéressant, c'était ce titre, Dans le regard de Dieu, vous, la petite soviétique. Dieu, il a été gentil avec vous, finalement. Oui. Mais je ne le publierai jamais parce que le premier essai, il n'est jamais assez bon Et puis, pour il y la a peut-être un petit publication. peu trop de pudeur Ouais. aussi pour le Ouais. publier aussi. Peut-être un petit peu trop de vous, peut-être aussi. Oui, Même il y a aujourd'hui, des des passages, années après, il y a des passages Ouais, il y a des en russe passages. en plus. Non, il est en français. Ah, il est Je en l'ai français. proposé en français. Mais non, je ne le publierai pas. Mais peut-être je vais utiliser quelques parties les plus réussies pour les intégrer dans d'autres romans. C'est écrit. Eh ben, D'autres écrits. vous nous tiendrez au courant. Allez, c'est la fin de l'histoire. Bon, Pour mais- l'instant, aujourd'hui, venez à côté de moi, on finit l'émission avec toujours un selfie. Et moi, je voudrais juste aussi remercier ma famille corse, parce oui. qu'on n'a pas eu de photos de ma belle famille. On n'a pas eu le temps de les Oui, mettre. je comprends, mais c'est juste pour dire que j'étais quand même très, très bien accueillie par ma famille qui est très nombreuse. Et ce que j'ai appris ici, en Corse, c'est le sens de la famille qui, avec l'âge en plus, devient de plus en plus important pour moi. Mais ça, c'est grâce à la Corse et à ma famille et à ma belle famille. Le message est passé. Allez, maintenant on fait notre selfie. Voilà, merci infiniment Anna, merci Merci, infiniment. merci Bon à retour vous. à vous du côté de Tralon, continuez de travailler et faites-nous signe quand il y a l'autobiographie qui sort. D'accord? Merci. Au revoir. Au revoir.